Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de dimanche politique, un rendez-vous co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM 102.3. Nous recevons une personnalité aujourd'hui qui va nous aider à décrypter l'actualité politique du Bénin. Vous le savez, nous nous acheminons inexorablement vers le premier tour du scrutin présidentiel de 28 février prochain et des irrégularités sont déjà dénoncées par un certain nombre de politiciens dans notre pays. L'alliance de partis politiques FDU et certaines personnalités politiques d'opposition ont relevé les manœuvres du COS, l'EPI qui tente d'appliquer l'ancien code électoral en lieu et place du nouveau code que c'est. Notre invité de cette affaire, on va lui poser la question. Et parlant justement du COS, l'EPI, vous avez suivi ces derniers jours son président Augustin Aranvoy-Bla qui n'a pas hésité récemment à parler du chaos, de la victoire probable au premier tour de son candidat alors qu'il est la tête d'un principal organe impliqué dans le processus. On prendra l'avis de notre invité. Dimanche politique, c'est avec James William Agbagidi. Bonjour James. Bonjour à vous, Tranquille Akad Benotin. Bonjour à tous nos amis auditeurs de Diaspora FM et à tous les téléspectateurs de Eden TV qui prennent donc avec nous le rendez-vous de ce matin. Nous allons donc parler avec vous aujourd'hui de politique et pour en parler, surtout de fraude électorale. Pour en parler, nous avons invité une personnalité qui est née le 20 août 1947. C'était quelque part à Ouida. Il a effectué ses études primaires dans la même ville avant de migrer vers Cotonou et puis Porto Novo pour ses études secondaires. Sa formation universitaire est assez disparate, je vais dire. Il a d'abord été infirmier diplômé d'État avant de s'engager en droit et sciences politiques et aujourd'hui il est docteur en économie de l'université de Clermont-Ferrand en France. Vous commencez peut-être déjà à deviner. Je vous parlerai également très brièvement de son parcours professionnel. Il a été fonctionnaire du ministère de la Santé puis du ministère de l'Environnement où il a notamment dirigé le PACIP et au ministère de la Santé justement il a été secrétaire général du syndicat national des infirmiers et infirmières diplômé d'État du Bénin pendant 25 ans. 25 ans au cours desquels il a été reconduit, élu et réélu sans cesse. Il a également fondé plusieurs ONG de base, l'Association nationale de la solidarité, la Fédération nationale des ONG du Bénin, la FENONG, et puis le Front des organisations nationales contre la corruption. Auditeurs et téléspectateurs, vous aurez deviné que nous recevons pour vous aujourd'hui un chantre de la lutte contre la corruption. Il s'agit bel et bien de Jean-Baptiste Elias. Monsieur Jean-Baptiste Elias, bonjour et merci d'accepter de nous rejoindre dans cette émission. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs, auditrices et téléspectateurs de votre chaîne. Merci à vous, monsieur Jean-Baptiste Elias. On va d'abord commencer par votre actualité. Faut-il vraiment chercher à parler de l'actualité d'un homme qu'on voit à l'œuvre presque tous les jours? C'est tout de même la règle de cette émission Dimanche politique que Eden Télévision et Diaspora FM propose aux téléspectateurs et aux auditeurs. Parlez-nous, monsieur Jean-Baptiste Elias, de votre quotidien, de la manière dont vous fouinez pour flâner et déterter les dossiers de corruption que vous n'avez de cesse de dénoncer. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire aux téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent en ce moment qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans la présentation de monsieur le journaliste. Je suis né plutôt le 29 août et non le 20 août. Voilà. Comme quoi, l'erreur peut arriver à tout moment. Tout le reste est bon. Et pour ce qui concerne la question que vous avez posée, effectivement, au niveau du Front des organisations nationales contre la corruption, et nous faisons les investigations nécessaires. Et depuis que nous avons commencé à faire ce travail, nous nous évertuons à faire en sorte que les lois de la République soient respectées, que la bonne gouvernance soit au rendez-vous. Et le travail que nous faisons permet de donner l'exemple pour permettre à ce que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse mieux se comporter pour que l'autre pays puisse aller de l'avant. Vous savez bien que quand il y a la corruption, quand il y a la mauvaise gouvernance, quand il y a le détournement des deniers publics, quand il y a la mauvaise gestion en général, ça crée un problème important pour le pays. Et de ce point de vue,
le développement n'est pas au rendez-vous. De ce point de vue, nous sommes arriérés. De ce point de vue, il y a des frustrations, il y a de l'injustice, toutes choses qui ne sont pas de nature à faire avancer le pays. Voilà comment nous faisons le travail. Et pour que nous puissions réaliser ces investigations, il est bien entendu que vous ne pouvez jamais faire des investigations, vous ne pouvez jamais faire le travail que nous faisons si vous n'avez pas ce que nous pouvons appeler l'œil partout, les oreilles partout, à savoir dans toutes les structures, je dis bien dans toutes les structures, depuis la présidence de la République, en passant par toutes les institutions de la République, les ministères, les sociétés d'État et d'économie mixte, nous avons ce que nous appelons les informateurs. Les informateurs qui nous disent, bon voilà, il se passe telle chose à tel endroit, et qui nous fournissent les informations nécessaires, et nous faisons toujours, je répète, le contrôle, nous interrogeons toujours ceux qui sont concernés. Nous prenons donc l'avis des uns et des autres. Nous demandons qu'on fasse les corrections nécessaires. Et c'est pour ça que le peu que vous entendez à la télé ou à la radio constitue à peine les 10% de ce que le FONAC fait. Les 90 autres pourcents ne sont jamais connus de personne. Parce que quand nous arrivons dans une structure donnée et qu'il y a des déviances, il y a des mauvais comportements, que nous relevons ces comportements et que les responsables s'engagent et corrigent réellement ces mauvais comportements-là, on n'a pas besoin de venir sur les plateaux pour le dire. Donc, tout se passe très bien. Mais c'est quand, justement, il y a des responsables qui se croient tout permis, qui pensent qu'ils ont la protection politique, qu'ils ont le soutien de X, de Y, de Z, parce qu'ils sont dans telle ou telle structure, que nous venons, grâce à vous, membres, n'est-ce pas, des médias, faire le compte rendu à la nation de ce qui se passe dans telle structure et de dire, nous sommes venus vous rendre compte de ce que nous avons constaté à tel niveau. Nous avons cherché à ce que les choses se corrigent, on ne les corrige pas, eh bien, le peuple n'a qu'à être au courant de ce qui se passe. Voilà comment nous faisons. Alors, n'avez-vous jamais dénoncé une affaire qui, au final, ne s'était pas révélée exacte? N'avez-vous jamais poursuivi un dossier qui, au bout du compte, s'est révélé au contraire à ce qui vous a été apporté comme information? Jamais. Parce que nous sommes conscients que de bonne foi ou de mauvaise foi, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, notre informateur peut nous donner des éléments erronés. La preuve de très bonne foi tout à l'heure, vous vous êtes trompé en disant que je suis né le 20 août, alors que je suis né le 29 août. Donc, nous vérifions toujours, quelles que soient les informations que nous avons, quels que soient les documents dont nous sommes saisis, nous faisons d'abord la vérification sur tous les plans. Et quand nous n'avons pas les 100%, je dis bien les 100% d'éléments sûrs, nous n'allons jamais faire de dénonciation. Jamais. Il nous est arrivé d'avoir jusqu'à 80, 90, 95% d'éléments sûrs. Les 2 ou 3 ou 5% qui manquent, nous ne sortons jamais ces dossiers-là. Parce que nous sommes conscients que c'est à partir de ces 2 ou 3% d'éléments qui manquent que l'autre partie va s'attaquer à vous. Souvenez-vous, depuis 1998, que nous avons commencé à mener cette bataille au niveau du FONAC, tous ceux qui se sont amusés à nous amener en justice ont toujours perdu leur procès. Toujours. Le FONAC n'a jamais perdu un procès à ce jour. Je dis bien, depuis 1998, à ce jour, on n'a jamais perdu un procès parce que certains croient que nous disons des choses et puis nous n'avons pas les preuves. Aussitôt que nous les mettons sur la place publique et qu'on nous assied en justice, nous apportons tout de suite au procureur les preuves dans les 5 jours au plus de ce que nous avons dit. Et on commence le procès. Toutes les fois que nous étions en procès pour n'importe quel sujet, au niveau des tribunaux de ce pays, nous avons toujours gagné les procès. Il n'y a pas un seul que nous avons perdu. Mais bon, vous subissez quand même des pressions, des menaces de diverses natures. Quelle forme prennent d'abord ces pressions? D'abord, c'est normal que l'action appelle la réaction. Et quand vous êtes là pour faire en sorte que les choses se passent dans de bonnes conditions, celui qui a intérêt que les choses se passent dans de mauvaises conditions vous attaque. C'est normal. Des menaces verbales, des menaces, souvenez-vous, on est allé au siège du FONAC une fois pour nous agresser physiquement. Heureusement pour moi et pour mes collègues, nous n'étions pas sur place.
celui qui est venu avec une arme pour pouvoir nous agresser, a tout fait de nous chercher partout. Les secrétaires et comptables ont été mis en respect dans une salle. Il a fermé, il leur a pris leur portable. Les mains en l'air, on les a enfermés. Et on a cherché Elias dans tous les bureaux pour pouvoir l'abattre parce qu'il y avait un pistolet ce jour-là. Malheureusement pour lui et heureusement pour moi, je n'étais pas dans le bureau ce jour-là. Et puis, quand il a fini de faire le tour, il a fouillé tous les bureaux et qu'il n'a pas trouvé Elias Jean-Baptiste qu'il cherchait. Il criait comme s'il était drogué, ce monsieur. Il est parti à peine moins de 10 minutes après, le trésorier général entrait dans le bureau du FONAC. Autrement dit, s'il avait vu ce secrétaire, ce trésorier général, il l'aurait abattu. Et puis, le trésorier général est arrivé. Il a demandé où se trouvaient les secrétaires et tout ça là. Il n'a vu personne. Et quand il parlait, les secrétaires ont répondu dans une salle. Nous sommes séquestrés dans une salle donnée. Et c'est lui qui a ouvert les portes pour que les secrétaires puissent sortir. Ils ont raconté, on a porté plainte. Enfin bref, tout le circuit, ça s'est passé en 2007, cette affaire que je vous raconte là. Nous sommes encore là. Il y a d'autres menaces verbales, bien sûr. Oh là là, il a fait ceci, on va lui faire voir ceci. Il a fait cela, on va lui faire voir ceci. Je répète aujourd'hui encore une fois pour tous les auditeurs et tous les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, que jamais, je dis bien jamais, le FONAC n'est animé d'une quelconque idée de faire mal à personne. Nous voulons seulement que les choses se passent conformément aux règles de la République, aux lois de la République. Et quand nous donnons des conseils pour dire qu'il faut faire comme ceci et qu'il y a de la résistance, nous sommes obligés de venir rendre compte au peuple. Et c'est en ce moment-là que le public est au courant de ce qui se passe. Tenez, je vous dis encore une fois, les 90% de ce que nous faisons ne sont connus de personne parce qu'on rectifie, on corrige. Mais c'est quand on ne veut pas corriger et quand on veut persévérer dans l'erreur et qu'on veut continuer toujours de faire le détournement des deniers publics, de continuer à faire la corruption à haute échelle, que nous venons rendre compte au peuple de ce que nous avons constaté dans ces structures-là. Monsieur Jean-Baptiste Elias, il y a quelques années, une tentative d'assassinat a eu lieu contre un autre activiste de la société civile. Bon, monsieur c'était contre monsieur Martin Assogba. À cette occasion, avez-vous craint pour votre vie et quels moyens de protection disposez-vous? Parce que nous voyons circuler sans garde-corps pratiquement tous les jours. Je lui avais dit, mon cher ami Martin Assogba, qu'il est un miraculé. Il est un miraculé et je lui ai donné un certain nombre de conseils, un certain nombre de précautions qu'il faudrait prendre, que je prends, que je ne dirai pas sur ce plateau, bien entendu. Parce que si je donne ces précautions-là, je donne donc les armes à ceux qui veulent attenter à notre vie de pouvoir faire le nécessaire. Mais je lui ai dit ce qu'il faut faire désormais pour être à l'abri d'une telle situation. Il les respecte depuis. Et je suis sûr qu'à peu de choses près, il ne lui arrivera plus des déconvenues de ce genre. Ceci étant, nous sommes permanemment menacés. Menacés, mais il y a souvent quelque chose de très important qu'il faut savoir. Chaque fois que vous faites quelque chose et que vous ne voulez du mal à personne et que ce que vous faites est pour le bien public, le bien de la nation, le bien pour les générations futures, afin que chacun puisse se sentir à l'aise dans le petit pays du Bénin que nous sommes, où nous sommes, et que nous voulons faire prospérer, la nature elle-même va vous protéger. Chaque fois que quelqu'un veut vous faire du mal, il finira de passer avant que vous n'arrivez, ou alors vous allez arriver avant que lui ne vienne. Donc, ça n'a pas empêché la mort de Thomas Sankara et autres dans d'autres pays qui voulaient quand même le bien de leur pays. Oui, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Il y a lieu de prendre quand même un certain nombre de précautions. C'est vrai que, bon, ça peut arriver à tout moment. Et si ça arrive, vous savez bien, vous avez parlé de quelqu'un tout à l'heure. Depuis plus de 25 ans qu'il a été assassiné, nous pesons bien les mots. Tout le monde en parle. Non seulement son pays en parle, le Bénin en parle, le monde entier en parle. Il est toujours dans les mémoires des uns et des autres. Et chaque fois, on en parle. Et donc, de ce point de vue, si vous mourrez en martyr parce que les causes que vous défendez sont justes et nobles, ben, soyez tranquilles. C'est le passage obligé de tous les hommes. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne va mourir. Tout le monde va mourir, d'un jour à l'autre. Que vous mourrez parce que vous défendez une cause noble, la nature et les citoyens de ce pays ou du monde entier vont vous le reconnaître, il n'y a pas de problème. Jean-Baptiste Elias, on a remarqué que les organisations de la société civile sont le plus souvent
en adéquation avec les positions de l'opposition dans notre pays. Comment cela s'explique-t-il? Non, c'est une appréciation erronée. C'est le plus souvent ce que les organisations de la société civile dénoncent parce que la mauvaise gouvernance est au rendez-vous, parce que les détournements de deniers publics sont là permanemment, que l'opposition aussi dénonce parfois et on croit qu'ils sont ensemble. Non. Si nous avons un pouvoir en place qui traite les choses selon les règles de l'art, la société civile n'a jamais rien à dire. Je donne un exemple. Nous avons aussi au Bénin des tests très clairs qui disent comment et quelles sont les conditions dans lesquelles on doit pouvoir nommer un directeur de cabinet, un directeur général de société, un directeur de la planification, un directeur chargé des ressources humaines. Mais quand les tests existent, que les profils sont définis et que le pouvoir en place nomme des gens qui ne remplissent aucune de ces conditions, c'est normal que la société civile monte au créneau pour dénoncer ces comportements-là. Et c'est normal aussi que l'opposition dénonce ce qui se passe. Et on a tendance à croire que l'opposition de connivence ou ensemble avec la société civile, ce n'est pas vrai. Mais le jour où ce que nous disons sera bien fait par le pouvoir en place, à savoir, voici les conditions de nomination des gens. Les conditions sont respectées. Je vous dis aujourd'hui, quand vous allez dans tous les ministères, les 26 ministères, éventuellement 27, je ne sais pas combien c'est maintenant, vous trouverez que je pèse bien mes mots. Au moins 40% des cadres nommés dans ces ministères ne remplissent pas les conditions prévues par les tests en vigueur. Et de ce point de vue, si la société civile se met à en parler, et que par hasard l'opposition en parle aussi, on croira que nous sommes de connivence alors que nous disons la même chose et que nous disons ce qu'il faudrait faire pour que l'exécutif qui nomme puisse prendre conscience qu'il y a des tests qui prévoient ces nominations et qu'il faut les respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre chose. Vous imaginez que des détournements de deniers publics se font et que nous, organisations de la société civile, nous puissions les dénoncer. C'est normal que vous entendez aussi l'opposition les dénoncer. Par contre, le jour où l'exécutif va faire le travail selon les règles de l'art, que tous ceux qui sont reconnus coupables de détournement de deniers publics soient sanctionnés, que l'on puisse prendre les taureaux par les cornes pour que les choses se passent dans de bonnes conditions, vous verrez que nous n'aurons plus le même langage que l'opposition, puisque l'opposition ne pourra plus critiquer ce que nous critiquons, puisque ce que nous critiquons n'existeront plus. Ce matin, vous dénoncez beaucoup, mais quand les choses se font bien, vous n'en parlez jamais. Ah ben, ça dépend de ce que vous appelez les choses se font bien. D'abord, si quelque chose se fait bien, c'est la nature normale des choses. C'est ce qui devrait se faire. Donc, si quelqu'un est au pouvoir et qu'on dit, vous devez nommer tel cadre qui remplisse telle et telle condition. S'il le fait, pourquoi voulez-vous qu'on vienne à la télé pour dire, il a bien fait, il a nommé des gens comme il faut. C'est son droit, c'est son devoir de le faire. Mais nous n'avons pas pour mission de venir critiquer. C'est parce que nous nous rendons compte qu'on ne respecte pas les lois de la République. Et que, de ce point de vue, celui que vous nommez et qui ne remplit pas les conditions est beaucoup plus susceptible de s'adonner à la corruption. Et comme nous voulons éviter la corruption, comme nous voulons la bonne gouvernance, que nous attirons l'attention de l'autorité sur le fait que, attention, voici ce que les tests prévoient, voici ce que vous avez fait en nommant quelqu'un d'autre qui ne remplit pas les conditions. Et de ce point de vue, il y a risque. Si vous nommez quelqu'un qui remplit les conditions, les risques sont moindres parce que nous savons qu'il n'est redevable de personne, il n'est redevable que de sa compétence et de son efficacité au poste. Il y a de fortes chances qu'il fasse bien le travail et de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Avant d'aborder le deuxième volet de cette émission, avant de parler de la fraude en période électorale, on va s'intéresser d'abord au combat, à votre combat contre la corruption et les résultats auxquels vos recherches ont abouti. Jean-Baptiste Elias, vous êtes habitué à des déclarations, des dénonciations publiques, mais après, rien. En tout cas, c'est ce que nous observons. On ne sait pas ce que deviennent ces dossiers. Pourquoi cette situation? La lutte contre la corruption sur tous les toits et dans tous les pays du monde est ce que l'on peut appeler une course de relais. Il y a des acteurs qui travaillent
à un niveau donné et qui passe le relais à un niveau donné. J'ai un exemple. Nous qui sommes de la société civile, le FONAC, pour précisément parler de ça, nous avons pour mission de recevoir les informations, de vérifier les informations, de confronter les informations que nous avons reçues avec les responsables concernés, de demander à ce que les choses soient corrigées. Je viens de dire tout à l'heure que chaque fois qu'il y a des corrections qui se font correctement, normalement, le peuple n'est pas au courant. Maintenant, si les choses ne se font pas comme il se doit, ou qu'il y a détournement de deniers publics, il y a deux formes de sanctions. La première, c'est la sanction administrative. Les textes de la République prévoient que l'on puisse mettre en place des conseils de discipline et que ces conseils de discipline puissent sanctionner ceux des agents indélicats en leur infligeant les sanctions prévues par les textes. Avertissement, blâme, rétrogradation, suspension et autres. Et même selon le cas, ça peut aller même à la révocation. Mais quand on ne donne aucune de ces sanctions que je viens de citer tout à l'heure, il y a ce que nous pouvons appeler quelquefois la complicité de l'administration par rapport à celui qui a commis la faute. Mais nous, société civile, nous n'avons pas la signature pour mettre en place la commission. Le conseil de discipline, ce n'est pas nous qui mettons en place. C'est le ministre technique pour ce qui concerne les sanctions du premier degré et le ministre de la fonction publique et du travail pour ce qui concerne les sanctions du deuxième degré. Il est arrivé à plusieurs reprises que nous demandons à ces ministres de mettre les commissions en place pour que le travail puisse se faire, que les sanctions puissent tomber. Combien de fois nous ne sommes pas déplacés au niveau du ministère du Travail, au niveau des ministères concernés, pour qu'on mette les conseils de discipline en place. La loi prévoit une certaine composition. On dit, ah, on a mis en place, tel devant être dans la commission n'est pas là. La commission n'a pas pu siéger pour telle et telle raison. Nous y allons, nous revenons. D'autre part, il y a l'autre sanction, la sanction pénale. Donc, il faut aller au tribunal. Et là, nous poussons la roue au niveau des ministères pour que les dossiers soient envoyés au ministère de la Justice. Ça a été fait. Aujourd'hui, je vous confirme que des dossiers de corruption, au moins 44 dossiers sont au niveau des tribunaux depuis 2007. Entre 2007 et 2008, il y a au moins 44 dossiers qui sont au niveau des tribunaux et surtout au niveau du tribunal de première instance de Cotonou pour des cas de corruption. Le FONAC a essayé de pousser la roue au niveau des ministères et surtout au niveau du ministère de la Justice. Les dossiers ont été envoyés. Le ministère de la Justice a transmis le dossier au procureur général près de la Cour d'appel de Cotonou. Ces 44 dossiers, le procureur général les a envoyés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, lequel procureur a dispatché les dossiers à 3 niveaux. 1. Ce que nous appelons la BEF. 2. Ce que nous appelons le commissariat central de la ville de Cotonou. 3. Ce que nous appelons la brigade de gendarmerie de Cotonou. Pour que les instructions puissent être données, que les rapports puissent être faits, afin qu'on puisse les enrôler, ce qui a été fait. Le dossier est revenu, les dossiers sont revenus au niveau du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Cotonou. Mais la justice a mis en place des commissions pour faire le travail. Le procureur de la République à l'époque nous a dit, nous avons déjà constitué les équipes pour faire le travail, il nous faut les moyens. Nous nous sommes rapprochés du ministère de la Justice pour savoir qu'est-ce qu'il faut, quels sont les moyens. Nous nous sommes rapprochés du président de la République pour demander de donner les moyens à la justice pour que le travail soit fait. Le président nous a dit, j'ai donné les instructions, une communication au conseil des ministres a été faite et j'ai dit de donner les moyens. Nous retournons à la justice nous dit, on n'a toujours pas les moyens, les dossiers sont toujours là. C'est ça le problème. Quel est l'objectif de ce ping-pong-là, selon vous? Ben, c'est difficile de le dire parce qu'on n'a pas de preuves matérielles. On peut sentir qu'il y a un manque de volonté quelque part. Nous croyons à ce que chacun nous dise. L'un nous dit, moi j'ai déjà donné les instructions pour qu'on donne les moyens. Ceux qui doivent recevoir les moyens disent, nous on n'a pas reçu les moyens. Alors, nous y allons, nous revenons, et donc, nous,
Société civile, nous avons fait notre travail, nous avons transféré le relais à une autre équipe qui doit continuer la marche. La marche n'est pas continuée, ce n'est pas de notre faute. Et nous avons dit un jour au procureur de la République, monsieur le procureur, le peuple béninois ne comprendra jamais que parce que ce dossier traîne pour un manque de moyens sollicités, qu'on puisse dire un jour que ces dossiers sont prescrits. Il nous a rassuré que ces dossiers ne seront pas prescrits pour la simple raison que la justice a pris les dispositions nécessaires pour que la prescription ne puisse pas intervenir. Donc, voilà ce qui se passe. Or, nous avons tous au Bénin voté la Constitution qui a consacré la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est à part, le pouvoir législatif est à part, le pouvoir judiciaire est à part. Donc, nous ne pouvons pas nous interférer dans les pouvoirs des uns et des autres. Chaque pouvoir a son autonomie, chaque pouvoir a son indépendance. Il est à souhaiter seulement que les choses puissent aller très rapidement pour que la population puisse constater les résultats de ce que nous faisons. De quels moyens particuliers la justice a-t-elle besoin pour élucider ces 44 dossiers qui sont pendants devant la justice? La justice a demandé des moyens financiers, a demandé des moyens matériels pour pouvoir faire le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Prenons l'exemple du dossier PPA2, je suppose qu'il ne fait pas partie des 44. Oui, il n'est pas. C'est un dossier nouveau. C'est un dossier récent. Oui. On a vu le sort qui lui a été relevé par les députés. Dans cette circonstance, que peut faire le FONAC? Oh là là, ne croyez pas que ce dossier est enterré. Contrairement à ce que l'on croit, le FONAC fait partie de ce dossier-là. Le FONAC a tous les éléments de ce dossier-là, qui est très croustillant. Si vous voulez un jour, je vais venir avec ce dossier. Nous allons le décortiquer pour que le peuple béninois qui vous suit en ce moment puisse bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce dossier. Mais ce que je dois dire, nous avons la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin qui dispose expressément que la prescription pour les délits de corruption se fait en 20 ans. Ça veut dire, pour être plus simple, afin que les téléspectateurs et les auditeurs puissent comprendre ce que nous disons, si le montant de la corruption ou du détournement ou de la mauvaise gestion ou tout ce que vous voulez, que nous appelons corruption et autres infractions connexes, si ce montant est inférieur ou égal à 10 millions de francs CFA, il faut attendre 20 ans pour sa prescription. Mais quand le montant de la corruption ou des infractions connexes à la corruption est supérieur à 10 millions, donc si c'est 10 millions, 1 franc, on peut poursuivre l'intéressé jusqu'à la veille de sa mort. Or, tous ceux qui sont concernés aujourd'hui croient qu'avec l'appui et la protection du pouvoir en place, d'une manière ou d'une autre, on est à l'abri. Ce n'est pas vrai du tout. Le moment viendra où ceux qui sont là aujourd'hui, qui protègent, ne seront plus là. Et de ce point de vue, nous, au FONAC, nous faisons confiance à la justice de notre pays, qui prendra ces dossiers-là en son temps et qui pourra faire en sorte que les intéressés soient jugés. Une fois encore, la présomption d'innocence est toujours au rendez-vous. Tous ceux qu'on a cités aujourd'hui sont présumés innocents jusqu'à ce que la justice puisse définir leur culpabilité réelle. Donc, le peuple béninois doit être rassuré, que ce soit le dossier PPA2, que ce soit le dossier ICC Service et autres dossiers de scandales financiers que vous connaissez, la loi est très claire dessus. La prescription n'est pas pour demain. Et de ce point de vue, tous ceux qui protègent aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir ne seront pas au pouvoir encore pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et de ce point de vue, la justice toujours prendra le dossier et fera en sorte que le peuple béninois puisse rentrer dans ses droits et que tous ceux qui sont fautifs soient sanctionnés. Et je voudrais dire en même temps, puisque vous avez posé la question, qu'il ne faut pas que les gens croient qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières. Parce qu'au moment opportun où on va pouvoir cueillir les gens comme un fruit mûr et que l'on va commencer par pouvoir leur demander de rendre compte, il ne faut pas qu'en ce moment-là on dise « Ah, on est venu pour faire la chasse aux sorcières ». Non, il ne s'agit pas de chasse aux sorcières. Il s'agit seulement de l'application de la loi, l'application qu'on n'a pas pu faire en son temps et qu'il faut faire maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Nous abordons à présent le volet
politique de cette émission. Jean-Baptiste Elias, le 28 février prochain, le Béninois en âge de voter sera convié aux urnes pour désigner le prochain président de la République, en tout cas le premier tour. Quels sont, selon vous, les moyens et méthodes de fraude électorale susceptibles d'être employés par les candidats et leur état-major? Il y a, hélas, plusieurs cas possibles de fraude. Nous allons énumérer quelques-uns de ces cas-là. Il y en aura certainement d'autres que les téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent en ce moment nous excusent qu'on ne puisse pas dire tout. D'abord, au niveau de l'établissement de la liste, l'établissement de la liste peut déjà être source de fraude. On peut bien évidemment inscrire sur la liste des mineurs, ce que le code interdit. C'est déjà une fraude. On peut bien inscrire sur la liste des étrangers qui ne sont donc pas béninois, ce que le code interdit. Et de ce point de vue, il y a lieu de faire attention. Il y a lieu de chercher à savoir comment il faudrait faire. Donc, il est interdit d'inscrire les mineurs. Il est interdit d'inscrire les étrangers. Premier élément sur la liste électorale. Deuxième élément maintenant, il y a des gens qui se font inscrire à plusieurs reprises, plusieurs fois. Normalement, selon les règles de la LEPI, il doit y avoir le système de déboulonnage, dédoublement, comme on le dit, pour voir si quelqu'un s'est inscrit 2 fois, la machine puisse essayer de rattraper en même temps cette personne-là et qu'on puisse l'éliminer. Mais on peut, dans le cadre de la fraude, essayer de faire en sorte que cette partie ne puisse pas fonctionner et que des personnes puissent s'inscrire à plusieurs reprises, soit en donnant plusieurs noms, puisque aujourd'hui, l'état civil n'est pas au point pour expliquer l'établissement de la liste électorale. Vous savez très bien que des gens viennent seulement parfois pour dire que je suis telle personne et sur la base de 2 témoignages, on inscrit les gens sur la liste sans aucune pièce d'identité, sans aucun acte de naissance, sans aucun jugement supplétif. Hélas, notre liste électorale comporte beaucoup, je dis bien beaucoup de gens qui sont inscrits sur cette liste-là par témoignage. Donc, il y a possibilité de fraude également à ce niveau-là. Alors, nous avons un autre problème concernant toujours la fraude électorale. Peut-être que sur ça, là, il va falloir dire ce qu'il faut faire. Parce que si nous sortons les possibilités de fraude, il faut que nous disions également aux populations, à ceux qui nous écoutent, aux partis politiques, alliances de partis politiques, candidats, ce qu'on peut faire. Oui, nous en parlerons. Nous en parlerons. Oui, tout à fait. Donc, on va citer d'abord les cas. D'abord. Ensuite, quand on a fini de voir les possibilités de fraude qu'il y a sur l'établissement de la liste électorale, il faudrait voir la possibilité de fraude au niveau de l'établissement des cartes d'électeurs. L'établissement des cartes d'électeurs. Au niveau des cartes d'électeurs, on peut faire plusieurs cartes d'électeurs pour la même personne. Et si on ne fait pas attention, la même personne peut détenir plusieurs cartes d'électeurs. On peut faire plusieurs cartes d'électeurs pour la même personne et inscrire ces personnes-là sur des listes électorales avec des postes de vote différents. On vous dira que c'est une erreur, qu'on s'est trompé. Mais cette erreur peut être volontaire. Donc, c'est également un cas de fraude. On peut inscrire, par exemple, Elias Jean-Baptiste avec ma carte pour être quelqu'un qui va voter au poste de vote à Kadjem. Et on peut inscrire également Elias Jean-Baptiste avec sa carte d'électeur pour quelqu'un qui va voter au poste de vote à Misebo. On peut inscrire Elias Jean-Baptiste sur la carte d'électeur pour que quelqu'un puisse dire qu'il va voter à Kwakwa, par exemple. On dira que c'est une erreur, mais si on ne fait pas attention, la même personne là peut voter plusieurs fois. Autre élément, c'est la distribution des cartes d'électeurs.
Et là, la fraude est très importante à ce niveau-là, il faut faire attention. Normalement, c'est chaque électeur qui doit passer chercher sa carte d'électeur. Nous devons rappeler à chacun qu'il faudrait éviter, surtout ceux qui seront dans les centres de distribution de cartes d'électeurs, il faut éviter de remettre 2, 3, plusieurs cartes, 10, 100, 50, à une seule et même personne, quel que soit son titre. Je suis président de la République, je suis ministre, je suis préfet, je suis CA, je suis maire, je suis ceci, DG de ceci. Je viens pour chercher des cartes pour 20, 30, 40 personnes, il faut refuser. C'est déjà également une source de fraude. Parce qu'en prenant ces 20 cartes, ces 50 cartes, il y a la possibilité, 2 possibilités. La première, on fasse voter d'autres personnes en lieu et place de ceux-là. La deuxième, priver ceux qui sont titulaires réellement de ces cartes-là, quand ils vont revenir, de ne pas trouver leur carte après. Et quand ils viennent qu'ils ne trouvent pas leur carte, c'est très important. Parce qu'on sait que dans cette zone-là, les électeurs de cette zone-là ne sont pas favorables à tel camp. On prend les cartes et les titulaires des cartes arrivent, ils ne trouvent plus leurs cartes, ils sont découragés. Et le code électoral dispose expressément que quiconque n'a pas une carte d'électeur en main ne peut jamais voter. Donc, ceux-là n'iront pas voter. Eh bien, voilà, ça fait un manque à gagner pour les candidats qui sont acquis à la cause de ceux-là qui doivent voter. Et ça fait donc un plus pour ceux-là qui disent, OK, d'accord, on a tout fait pour abaisser le nombre de voix que tel candidat devait avoir. Et donc, il est important que les candidats, les partis politiques, les alliances de partis politiques puissent avoir des représentants dans tous les centres de vote où seront délivrées les cartes d'électeurs. Mais le tout n'est pas de mettre quelqu'un dans le centre de vote pour surveiller pour vous. Mais il faudrait que ces personnes soient formées. Il faudrait leur dire ce que ces personnes doivent faire en étant là permanemment. On arrive le matin, on doit savoir le nombre de cartes d'électeurs qu'on a mis à notre disposition, combien on a délivré dans la journée, combien il reste, et le lendemain, quand on revient, on doit repartir sur la base pour savoir, mais hier, il nous restait 150 ou 200 cartes. Ce matin, nous devons nous trouver les 200 cartes avant de commencer. Si en partant la veille, avec 200 cartes, on revient le lendemain et qu'on trouve que nous n'avons encore que 50 cartes en main, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. Et là, s'il n'y a pas de représentants des partis politiques, ni des candidats présents dans le poste de vote, on a déjà distrait 150 cartes. Et si on le fait comme ça, multiplié par les 7907 centres de vote, vous voyez ce que ça constitue. Et là, c'est un pactole pour permettre à ce que la fraude puisse se faire à grande échelle. Donc, de ce point de vue, voilà ce qu'il faudrait faire. Maintenant, au niveau des cartes électorales aussi. N'oubliez pas, je dis que de bonne foi, on peut commettre des erreurs. Nous avons entendu qu'il y a parfois des gens dont les dates ont été mal inscrites sur les cartes d'électeurs. Et là également, il faudrait faire attention pour l'observer. Si vous observez que quelqu'un qui doit être né en 1981 se trouve être né par la carte à 1081, par exemple, nous savons tous qu'aujourd'hui, en tout cas au Bénin ici, nous ne pouvons jamais avoir encore quelqu'un de vivant qui soit né en 1081. C'est peut-être 1981 qu'on a voulu mettre sur la carte. Mais il y a eu erreur. 1081. Et c'est justement pourquoi le code électoral a prévu qu'on doit mettre 15 jours consécutifs pour distribuer les cartes, mais qu'il doit avoir encore 15 jours pour faire les réclamations, afin de corriger les erreurs qu'on aurait constatées éventuellement dans la distribution des cartes. Or, aujourd'hui, la date où nous sommes aujourd'hui, 7 février 2016, on ne peut plus avoir les 15 jours pour distribuer les cartes, puisqu'on n'a pas commencé, et on ne peut plus avoir les 15 jours après la distribution pour faire les réclamations. Donc, il y a un problème. Autre élément, c'est que... Autre moyen de fraude, oui. Autre moyen de fraude. Allons-y, le jour du vote. Le jour du vote, il y a problème. Déjà, d'abord la veille. La veille. Prenons la veille, parce que les autres jours aussi, on peut le faire au moment de
de la campagne électorale, beaucoup de choses se font. La distribution de l'argent, la distribution des présents, la distribution de ceci, de cela, etc., etc. Toutes choses qui constituent donc une corruption en période électorale. Mais la veille surtout. La veille surtout. La plupart de ceux qui veulent faire la fraude électorale, donc la corruption en période électorale, s'organisent et passent de maison en maison la veille. Je dis bien la veille, avec le logo de leur candidat en main, puis de l'argent. On voit bien dans la famille, on sait déjà qu'il y a au moins 10 ou 15 personnes dans telle maison qui doivent voter. On met l'argent qu'il faut, 5 000 par personne, 2 000 par personne, 1 000 francs par personne, et même dans certains coins, 500 francs par personne. Les billets sont là, et on leur montre. Voici celui que vous allez prendre tout à l'heure quand vous irez. Il faut aller. Hein. Voilà celui que vous devez prendre. On leur montre. Et puis, bon, voilà, le tour est joué. Ils passent de maison en maison pour faire ça. Si bien que le travail qui a été fait les jours précédents par les candidats sur la base d'idées pour convaincre les électeurs à voter pour eux, c'est balayé de la main par la corruption. Et on passe pour donner de l'argent. Et on dit, voici ce que tu vas voter. Parfois même, il y en a qui disent, attention, tu as pris mon argent. Hein. Si tu ne veux pas faire ce que je t'ai demandé là, les dieux de nos ancêtres vont t'abattre. Les gens ont pris peur. Ils jouent sur la psychologie. Absolument, ils jouent sur la psychologie des électeurs pour leur dire, mais écoutez, l'électeur qui difficilement trouve 2 000 francs par semaine et à qui vous venez remettre 2 000 francs tout de suite. Et vous lui remettez également des sachets, soit de bonbons, ou bien du sucre, ou bien du sel, ou bien du riz, plus de l'argent pour dire, c'est ça là que tu vas prendre pour acheter les condiments avec la viande, ou bien le poulet, ou bien le poisson pour pouvoir préparer. Il est content et on lui dit, attention, tu as pris mon argent. Hein. Si tu vas là-bas et que tu ne votes pas ce que je t'ai dit là, les dieux de nos ancêtres vont t'abattre. Il a pris peur, il ira faire. Le jour du vote, il y a également des gens qui se mettent non loin des postes de vote. Non loin des postes de vote. Et quand on voit quelqu'un venir avec sa carte d'électeur en main là, on le dit, attention, viens. Bon, tu vas là-bas, hein. On met la main dans la poche, on lui montre le logo, on dit, voilà ce que tu vas prendre, hein. Et voici ton argent, on lui remet ça avant qu'il n'aille là-bas. Là également, c'est les fraudes en période électorale, ça. Nous avons constaté, nous, au FONAC, qu'il y a même des cas où des gens s'installent dans des maisons qui sont adjacentes au poste de vote. Et quand les électeurs arrivent, quelqu'un est là, posté, et il lui dit, passe dans la maison là d'abord avant d'aller voter. Passe là d'abord. Passe là d'abord. Nous avons vu plusieurs fois. Et les gens vont dans la maison là-bas, là. Quelqu'un est bien assis avec une table, avec de l'argent, avec le logo et les affiches de son candidat. Il dit, bon, vous avez vu, hein. Bon, voilà. Voilà pour vous. Quand vous irez là-bas, c'est comme ça qu'on va faire. Nous sommes ensemble, hein. Et puis ça y est. Il sort, il va là-bas, puisqu'on lui a donné l'argent, puisqu'on lui a dit, si tu ne fais pas, les mânes de nos ancêtres vont s'abattre sur toi, il va là-bas, il le fait. Autre cas également, le jour du vote. Il faut faire très attention. Le jour du vote, pour essayer de démanteler un peu ces cas-là, que nous avons déclaré tout à l'heure, les cartes d'électeurs, les ceci, les cela, il faudrait que ceux qui sont chargés d'animer le poste de vote, à savoir le président et les 2 assesseurs, soient bien formés. Parce que quand on ne les forme pas bien, de bonne foi ou de mauvaise foi, ils font mal le travail parfois et ça rejaillit sur le résultat. D'abord, s'ils ne sont pas bien formés, ils risquent de mal remplir les documents électoraux. Et quand les documents électoraux sont mal remplis, eh bien, on annule le vote de ce poste de vote. Ça veut dire quoi? Quand on est quelque part dans un poste de vote favorable ou défavorable à tel ou à tel candidat, si le travail n'est pas bien fait, eh bien, c'est les candidats qui sont favorables à ce poste de vote-là qui vont faire les frais. Parce qu'il suffit que le document soit mal rempli, qu'on ait fait ceci, qu'on ait fait cela, etc. dessus, qu'on ne donne pas les résultats comme on doit donner. Ça arrive au niveau de la Cour constitutionnelle. Et de bonne foi, la Cour constitutionnelle a ce document-là en main, va invalider le vote de ce poste de vote-là. Et ce sont les candidats qui vont perdre. Parfois, on paye, je pèse bien mes mots, on paye les responsables de ce poste de vote-là à l'effet d'agir ainsi.
volontairement. Et là, contre de l'argent, bien sûr, la corruption passe par là, c'est également la fraude électorale. D'autres cas, pour essayer de faire ce point-là, nous prions tous ceux qui vont rester dans les postes de vote de bien vouloir être assidus à la formation qui leur sera donnée et qu'ils puissent remplir les documents électoraux comme il faut afin d'éviter ces problèmes-là qui vont surgir. Parce que quand quelqu'un sait que dans tel poste de vote, j'ai gagné largement et que pour des raisons propres à vous qui êtes restés dans ce poste de vote, on annule ces voix-là, ça fait mal. Ça peut créer des problèmes. Et il peut y avoir la violence. Et nous ne voulons pas la violence au Bénin. Autre cas possible, c'est les votes multiples. Les gens arrivent, il y en a qui sont spécialistes avec des produits chimiques pour enlever l'encre indélébile qu'on leur met au doigt. Et pour éviter que ça se passe comme ça, il faut bien tremper le doigt de l'électeur dans l'encre afin que son l'ongle puisse prendre bien l'encre. Parce que même quand il prend le produit chimique pour enlever sur la paume ou sur le doigt, l'ongle, parfois, garde toujours des traces. Donc, il faut que l'ongle soit bien pénétré dans l'encreur pour que l'ongle puisse prendre le coup. Et là, ils auront du mal à revenir à plusieurs reprises. Autre possibilité de détecter les fraudes, quand les gens vont arriver avec des cartes d'autrui, soit parce qu'il est étranger, soit parce qu'il est mineur, qui vient dans la salle, les éléments que nous faisons pour pouvoir détecter ça rapidement, quand vous prenez la carte de l'intéressé, vous demandez son nom. Lui-même, il doit vous dire son nom. Or, si on lui a remis la carte de quelqu'un d'autre, même s'il a fait l'exercice avant d'arriver, instinctivement, on lui pose la question, il dira son nom à lui. Et c'est un autre nom qui est sur la carte. Ça va d'abord faire tilt dans la tête de celui qui contrôle. Et il n'est pas question de dire, je prends la carte, je regarde dans la liste, je trouve, je coche. Non. Demandez le nom de l'intéressé. Enfant, Amina, comment tu t'appelles? Et il te dit son nom. Tu regardes la carte. Premier élément. Deuxième élément, tu répètes le nom à haute voix. Parce que dans la salle, il y a des représentants des partis politiques qui sont là. Il y a des représentants de la société civile qui sont là. Donc, si tu répètes le nom à haute voix, que tout le monde entend ce nom-là, si par hasard quelqu'un connaît réellement celui-là et que on trouve la carte de celui-là entre les mains de quelqu'un d'autre qui n'est pas celui-là, eh bien, c'est plus facile de pouvoir l'appréhender. Mais si on ne dit rien, on vous donne la carte seulement, vous regardez, vous cochez, personne ne sait qui est là vraiment, est-ce que c'est lui et c'est pas lui, et donc ça va passer et il va voter et il va partir. Autre élément de fraude également, toujours le jour du vote. Il y a parfois des possibilités de vote qui sont classiques et qui font que, au lieu de trouver beaucoup de cas, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'à la distribution des cartes, on peut bien prendre des cartes des gens pour empêcher ceux-là de venir prendre leurs cartes réellement et de venir voter. Mais ces cartes qu'on a eu à prendre, parfois on n'arrive pas à les écouler, on n'arrive pas à voter réellement à la place des gens. Mais on sait que dans ce poste-là, il y a beaucoup d'abstention parce qu'on a gardé par devers soi les cartes. Ce que l'on fait le plus souvent, et là également il faudrait que les gens soient vigilants, c'est que vers 1 heure, 2 heures près de la fin du scrutin, puisque le matin on a déjà mis poste ouvert à 7h04, 9 heures après, à 16h04, on doit faire le dépouillement. Ceux qui sont venus voter, qui sont partis chez eux, à 16h, moins 5 comme ça, moins 10, ils vont commencer à venir s'ils veulent assister au dépouillement. Mais 2 heures avant, quand la corruption passe par là, on vient parfois avec de l'argent, et puis on rentre, on dit, bon, ok, toi, voilà ta part, 10 000, 20 000, parfois 50 000, à chacun des membres du poste de vote, et, tenez-vous bien, à chacun des représentants des candidats dans la salle. Pour la petite histoire, nous au FONAC, nous nous sommes rendus compte en faisant les observations un jour, un candidat a mis un représentant dans un poste de vote. Il ne lui a rien donné, même pas de l'eau. Mais les représentants des candidats adverses sont venus avec les paquets takeaway là, repas.
conditionné là, tout. Et ils sont venus, ils ont donné à leurs représentants dans la salle, et on a vu que lui, il n'avait rien. On dit, bon, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de... Non, bon, ok, d'accord. On lui a donné un paquet. Il a pris. On lui a donné encore une boisson, il a pris. Mais allez demander à celui-là s'il est vraiment venu représenter son candidat. Parce que lui n'a rien eu. Les autres sont venus lui donner. Et si on devait faire une cuisine interne, comme on le dit, il a mordu à l'hameçon. Donc, on donne de l'argent à ceux-là. Et puis, on se rend compte que, bon, voilà, nous sommes à 2 heures près de la fin du vote. Et sur les 480 qui doivent voter dans ce poste de vote, on n'a eu que 130. Ça veut dire qu'il reste encore 350 qui vont passer voter. On estime que dans 2 heures, les 350 ne viendront plus voter. Comme on a remis l'argent à tout le monde là rapidement là, taisez-vous, vous n'avez rien vu. Allez, on commence. On met les cachets dessus. Et puis... Mais il y a le public, il y a encore des gens qui peuvent encore venir voter. Non, je vous explique. On sait que pendant les 2 heures là, il y aura certainement plus de 350 qui vont arriver. Oui, mais il y a des gens qui se viennent de temps en temps pour voter. Ils vont quand même pas voir chose pareille. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais ça s'est passé déjà à plusieurs reprises. C'est pas nouveau. Et ça ne se passe pas dans les grandes villes. Vous savez, les grandes villes ont quelques postes de vote. Mais la plupart des votes là, des postes de vote sont, n'est-ce pas, en milieu rural. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, on vote en lieu et place des gens. On met sur les 300, par exemple, 350 qui restent et qui n'ont pas été votés. On peut voter 300 pour la même personne. Et on met dans l'urne. Il reste 50, on laisse 50. En estimant que dans les 2 heures, il y aura peut-être les 50 qui vont. Il est arrivé parfois, je vous le dis, c'est de bonne foi, qu'on a voté en lieu et place de quelqu'un qui est venu après. On a regardé sa carte, on a vu son nom, on a dit, ah bon, ok, d'accord, ok, oui, ah, quelqu'un est venu tout à l'heure et puis on s'est trompé, il a voté en volume. Allez, voter à la place, signer à telle place. Parce qu'on a déjà voté à sa place. Et que lui, il est venu entre-temps, on a vu son nom, on a vu que quelqu'un d'autre a voté. C'est eux qui ont fait le travail. Et puis on dit, non, c'est pas grave, hein, ok, quelqu'un a mis son doigt à votre place, vous aussi mettez le doigt à votre place, quelqu'un puisse terminer. Alors, c'est important. Ce jeu-là est important. Et de ce point de vue, il faudrait que tous les candidats puissent s'organiser pour mettre quelqu'un de confiant, d'incorruptible, quelqu'un qu'on ne peut pas influencer dans le poste de vote. Sinon, ce que vous redoutez arrivera et on constatera les faits, hélas. Parce que quand ce sera fait comme ça, et qu'à l'heure du dépouillement, tout le monde sera là, qu'on va voir tel candidat a eu sur les 480 bulletins, lui il a eu 350. Et puis les 32 ou les 34 autres se sont répartis 2, 2, 2, 8, 8, 8, 8, 8. Quand on va les multiplier sur les 13 539 postes de vote à l'intérieur du Bénin ici, et qu'on aura les résultats, on va dire, mais vous vous plaignez de quoi? C'est des résultats sortis des urnes. Mais ça là, ça se fait comme ça aussi. Et donc, il faut nécessairement que chaque candidat puisse avoir dans son budget la possibilité de mettre quelqu'un dans les 13 500 et quelques postes de vote, qu'on puisse les entretenir sérieusement, qu'ils puissent être formés pour éviter la corruption. Autre chose possible, quand on a fini de faire tout ce jeu-là, et qu'on a commencé à faire les décomptes, il faut faire attention. Quand on fait les décomptes au tableau et que l'on veut faire le résultat, on dit candidat X, 20, candidat Y, 50, candidat Z, 17. Mais celui qui veut écrire, il faut faire attention. Quand on a dit 20, il faut s'assurer qu'il a vraiment mis 20 et qu'il n'a pas mis 12 à la place. Il peut mettre 12 au lieu de 20. Celui qu'on dit 17, il peut mettre 27. Celui qu'on a dit 13, il peut mettre 33. Et de ce point de vue, si on ne fait pas attention, ça fausse également tout parce que ceux-là, dans le poste, ont été arrosés d'une manière ou d'une autre pour donner les voix à tel candidat plutôt qu'à tel autre. Et puis ça y est, on fait comme ça. Autre élément également qu'il faudrait vous dire, c'est le transport des urnes. On a fini de faire ce travail-là. Le dépouillement a eu lieu. Ça s'est passé dans de bonnes conditions. Tout le monde a vu. On a fait les PV. Tout le monde a signé. Et maintenant, on doit transporter les urnes au niveau de l'arrondissement. Parce qu'avec le nouveau code électoral,
l'article 103 du Code électoral dispose expressément que la compilation des résultats se fait au niveau des arrondissements. Nous avons 546 arrondissements au Bénin, et ce sont ces 546-là qui sont les postes de compilation des voix. Ce n'est pas la Sénat à Cotonou. Il faut que les gens le sachent. Et donc, on convoie tous les résultats au niveau de l'arrondissement. Il faut que les représentants des partis politiques, les représentants des candidats soient également là pour suivre l'urne, le transport de l'urne, jusqu'au niveau de l'arrondissement. Il ne faut pas qu'il y ait des déviances. Il ne faut pas qu'on passe à droite, à gauche, qu'on passe d'une maison à l'autre, ou que quelqu'un d'autre passe d'un vent à l'autre, d'une rue à l'autre, pour venir remplacer l'urne. Parce qu'il y a des possibilités de bourrer les urnes, parce qu'il y a des possibilités d'avoir des bulletins pré-estampillés, et qu'on puisse préparer tout. On vient substituer l'urne sortie des postes de vote par l'urne pré-préparée pour qu'on puisse les amener. Après, il faudrait suivre, être vigilant pour suivre, arriver jusqu'à l'arrondissement. Et à l'arrondissement, il faut être présent pour voir la compilation. Étant donné que vous avez une trentaine ou une quarantaine de postes de vote par arrondissement, vos représentants de cette trentaine ou de quarantaine de postes de vote doivent être présents pour voir la compilation. Si dans le poste A, j'avais trouvé que tel candidat a 12, il faut que la compilation là, pour le poste A là, on trouve 12. On ne trouvera pas 22. On ne trouvera pas 42. On ne trouvera pas 52. On ne trouvera pas 102. Afin qu'on soit vigilant pour que la compilation puisse se faire dans de bonnes conditions. Une fois que cette compilation est faite maintenant, il faudrait que chaque représentant de parti politique, d'alliance de partis politiques ou de candidats puisse demander et obtenir copie des résultats. Le code l'a prévu. La Sénat n'a aucune raison de ne pas pouvoir fournir ces documents aux intéressés. On dit oui, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a 34, 35 ou 36 candidats. Comment on peut trouver pour que chacun puisse avoir copie? Il faudrait qu'on se débrouille pour le faire afin qu'il y ait la paix dans le pays. Monsieur Jean-Baptiste Elias, voilà. Vous avez, en tout cas, tenant compte de vos expériences passées, énuméré toutes les possibilités de fraude avant, pendant et après le scrutin. Récemment, vous avez effectué une visite au COS Lépi. Avez-vous l'impression que la machine électorale qui est mise en place par l'équipe d'Augustin Awanwa-Ebla est fondée sur ces différentes possibilités de fraude que vous venez d'énumérer? Je vais vous avouer que le FONAC est déçu. En effet, le 25 janvier 2016, le FONAC s'est déplacé pour aller rencontrer le président du COS Lépi parce que nous nous inquiétons sur le fait que les cartes d'électeurs n'étaient pas distribuées à cette date-là. Et on est parti, comme je vous l'ai dit, nous faisons toujours les investigations, nous faisons toujours la confrontation nécessaire pour avoir les informations. Les gens parlent à droite, les gens parlent à gauche, on dit non. Nous, on ira à la source pour aller voir ce qui se passe. Donc nous sommes partis. Le président Robert Blas nous a reçus pendant près de 2 heures. Nous sommes passés d'usine en usine, de poste en poste pour la fabrication des cartes d'électeurs que nous avons nous-mêmes vues. La liste électorale est confectionnée que nous avons vue. Le 25 janvier, il nous avait été dit que l'aire géographique Borgo-Alibori est terminée, il ne restait que 2 communes. Et ce 25-là, on devait pouvoir finir d'établir les cartes des 2 communes qui restaient. Donc ce 25-là, on devait finir. Et il nous avait été dit qu'au plus tard, le 30 janvier 2016, toutes les cartes sur toutes les grandes du territoire national seront déjà imprimées. Mieux, il nous a été dit que l'opérateur chargé d'imprimer les cartes a doublé l'effectif, a doublé le matériel, afin que le travail puisse se faire et que le 30 tout soit prêt. Mais on a pris une petite marge
en se disant, le paquetage doit être fait, le colisage doit être fait, l'identification, tout ça doit se faire. Donnons-nous jusqu'au 5 février 2016 pour que la distribution simultanée dans les 12 départements puisse se faire à partir du 5 février 2016. Je n'étais pas seul. Le FONAC est parti en équipe. Nous étions plusieurs avec le président du COSLEPI. Et à notre sortie, il y avait 7 caméras de télévision qui étaient là, qui nous a écoutés. Nous avons fait la déclaration, dont Eden TV. Nous avons fait la déclaration et nous avons demandé au président du COSLEPI de confirmer ce que nous avons dit. Il a confirmé. Hélas, nous sommes le 7 février 2016 aujourd'hui. La distribution non seulement n'a pas commencé sur toute l'étendue du territoire national comme c'était prévu, parce qu'il nous a dit, le code nous donne l'obligation de distribuer les cartes pendant 15 jours. Et on avait fait le calcul. Si on commençait sur toute l'étendue du territoire national, le 5 février 2016, le 20 février 2016, le dernier électeur béninois doit être en possession de sa carte et il resterait encore 8 jours pour le vote. Nous nous sommes dit, ok, il y a du retard, mais c'est acceptable. Parce que, après la distribution, on devrait avoir normalement 15 jours pour faire les réclamations et autres, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, on a plus de 15 jours, mais on va en faire avec. Et nous avons demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il nous a dit que l'opérateur qui a été choisi pour imprimer les cartes n'a pas eu son avance de démarrage. L'avance de démarrage n'est tombée que le 13 janvier 2016. 13 janvier 2016. Et que c'est ça qui explique ce qui se passe. Mais, malgré ça, bouchée double, multiplication du nombre de personnes qui doivent éditer les cartes, multiplication du nombre de matériel, et qu'on va faire en sorte que tout soit prêt. Alors, la déception du FONAC est d'abord à ce niveau-là. Parce que, pour nous, quand nous arrivons quelque part et qu'on nous dit quelque chose, nous avons la bonne foi et nous croyons à ce qu'on nous dit. Mais quand ça se passe autrement et que nous n'avons plus le retour à ce jour, nous ne savons pas pourquoi les cartes n'ont pas commencé à distribuer. Et nous avons appris par les zones qu'on va commencer la distribution par aire géographique. Ce n'est pas ce qui a été dit. Mais justement, la distribution des cartes de l'État par département est-elle constitutive de fraude? Non. Si on le fait comme ça, c'est qu'il y a quelque chose peut-être derrière la tête et qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il faut faire attention. On ne devrait pas le faire comme ça. La loi l'interdit? Non, la loi ne l'interdit pas spécifiquement, mais la loi dit qu'il faudrait le faire 15 jours. Donc ça veut dire que tout le monde doit être de la même manière, de la même façon, parce que si on commence par l'aire géographique, le temps ne s'arrête pas. Si on commence par l'aire géographique numéro 1, par exemple, la loi dit qu'il faut faire 15 jours. Comment vous allez faire 15 jours là-bas? Revenir faire 15 jours ici, revenir faire... Vous allez additionner les 15 jours comment pour trouver les 15 jours? Avant le 28 février. Nous sommes déjà en février. Ce qu'il dit là aurait pu être bien compris si nous étions encore en octobre 2015. Pour dire octobre, novembre, décembre, janvier, nous avons 4 mois. On peut se permettre de faire comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à 21 jours, à 3 semaines exactement. Est-ce que c'est pas un problème d'effectif au niveau du COSLEPI qui oblige à distribuer les cartes d'électeurs par département et à ce rythme? Non, pas du tout. Ce n'est pas une affaire d'effectif parce qu'on peut toujours multiplier les effectifs. Quand vous prenez la disposition, quand vous prenez la disposition pour faire un travail, vous devez pouvoir faire le travail comme la loi le demande. Vous n'allez pas faire le travail comme vous le voulez parce que quand il y a des problèmes, vous ne saurez plus comment il faut répondre à ces problèmes-là. Aujourd'hui, je vous avoue que le FONAC est déçu. Nous avons fait réunion encore samedi 6 février 2016 pour nous rendre compte que nous tous qui étions ce jour-là, le 25 janvier, au niveau de COSLEPI, pour discuter avec le président de COSLEPI, nous avons été d'une manière ou d'une autre, je dirais même floués, on peut le dire, parce que ce que nous avons retenu ensemble, on ne l'a plus vu sur le terrain.
alors que nous avons cru à la bonne foi, n'est-ce pas, du président du COS-LEPI, avec tous les cadres qu'on a rencontrés dans les différents départements de confection des listes et des cartes d'électeurs. Voilà ce que nous avons. Voilà ma réponse. Vous savez que je n'ai pas la langue de bois. S'il a bien fait, je dirais qu'il a bien fait. Le jour où nous sommes partis, vous avez tous entendu ma déclaration qui avait, n'est-ce pas, un ton optimiste. Tout à fait. J'étais très optimiste ce jour-là. À tel enseigne que même, les gens se demandent, mais comment? Monsieur Elias, sur quoi vous vous fondez pour être aussi optimiste que ça? Je dis, moi, je crois à l'individu. Je crois au président. Mais ce qu'il nous a dit. Il vous a déçu. C'est une déception. Vous n'êtes pas C'est une déception pour nous tous, parce que ceux qui n'étaient pas là, on peut comprendre. Mais nous étions là. Nous avons vu. Nous l'avons interrogé. Et ce que nous voyons aujourd'hui est le contraire de ce qu'il nous a promis. Et nous avons dit devant les caméras qu'il répète devant la caméra l'engagement qu'il a pris. Il a répété. Si vous cherchez dans vos archives, vous trouverez son engagement. Et aujourd'hui, on se trouve face à ça, c'est pas bien. Nous, vraiment. Après votre passage, d'autres candidats ou représentants de candidats ont également défilé au COS-LEPI. Ils ont pratiquement la même impression que vous, ce qui a poussé l'alliance de partis politiques comme le FDU et certaines personnalités politiques d'opposition qui ont donc relevé des manœuvres du COS-LEPI, notamment la création de bureaux de vote supplémentaires et le dédoublonnage qui n'a pas été fait source de fraude, ont indiqué donc ces personnalités au cours d'une conférence de presse que vous avez sûrement suivie cette semaine. Quand nous avons écouté les personnalités qui ont commencé par parler, nous, au FONAC, on s'est dit, attendons le 5 pour voir si ce qu'il a pris comme engagement, le président du COS-LEPI, ce qu'il a pris comme engagement devant nous et devant les caméras, sera respecté ou pas. Si c'était respecté, nous allons dire que tous les hommes politiques, quelle que soit leur bonne foi, ont peut-être des inquiétudes, mais ces inquiétudes seront dissipées si tant est que tout ce qu'il a promis ce jour-là se trouve être respecté. Arrivé le 5, et nous sommes le 7 au moment où je vous parle, rien n'a démarré, et là, j'ai bien peur que ce soit les responsables politiques qui ont parlé qui se trouvent être dans la bonne voie. Et si c'est ça, toutes les inquiétudes qu'ils ont exprimées risquent d'être ce qu'ils savent. Parce qu'ils savent ce qu'ils se disent. Ils ne parlent pas en l'air. Mais nous, au FONAC, nous avons déjà dit que nous allons nous occuper de ça, puisque le code interdit la création des postes de vote fictifs. Le code l'interdit. Et nous allons prendre ces dossiers à bras le corps. Nous allons rencontrer tous les responsables qui ont fait cette déclaration-là. Nous allons prendre les éléments dont ils disposent. Nous allons surveiller davantage ces postes en question pour que la fraude ne puisse pas se faire. Et je voudrais rappeler encore aux candidats, aux partis politiques, aux alliances de partis politiques, la nécessité de faire un budget et de mettre quelqu'un dans les centres de distribution des cartes d'électeurs pour voir pendant toute la durée. La nécessité d'avoir quelqu'un dans tous les postes de vote, je dis bien tous les postes de vote, de les former et de faire en sorte qu'ils soient incorruptibles. Une fois qu'on aurait fait ça, toutes les déviances possibles que nous avons relevées seront amoindries. Il n'y a jamais de corruption zéro dans aucun pays, mais nous allons faire le maximum pour que la corruption soit réduite à sa plus simple expression. Mais si les candidats, plutôt que d'aller déverser l'argent pour faire des campagnes, oublient le côté important de surveiller le jour du vote, le poste de vote, en mettant quelqu'un de présent permanemment dans tous les postes de vote, ils auraient perdu leur argent. Parce qu'à partir des postes de vote, la corruption est dans, la fraude électorale sera massive et les résultats seront là. Confirmés par papier, vous n'y pourrez rien. Parlons, Jean-Baptiste Elias, justement, du président Augustin Aronvebla du COS-LEPI, qui est dans une alliance politique aujourd'hui et qui a déclaré que le candidat de son alliance emportera le scrutin dès le premier tour. C'est dommage
que le président Amama Ebla ait confondu sa fonction de président de COSLEPI à sa fonction de parti politique prenant fait et cause pour un camp donné. C'est justement ce 25 janvier 2016 que le FONAC est parti rencontrer le président de COSLEPI avec ses techniciens. C'est ce soir-là même que sur une antenne de télévision, il aurait fait cette déclaration-là. Mais, je dis une fois encore, il a confondu le fait qu'il est président d'une institution qu'est COSLEPI avec sa position de membre d'un parti politique qui a pris fait et cause pour un candidat. Il ne devait pas le faire, hélas. Il l'a fait. C'est dommage. Parce que, en sortant cette phrase qu'il a sortie, tous les autres candidats, tous les autres partis sont en mesure de lui prêter des intentions aujourd'hui et il ne peut rien faire pour enlever de la tête des autres candidats et des partis que s'il a dit ça, c'est parce qu'il détient une clé de fraude qui lui permet de dire ce qu'il a dit. Il aurait pu ne rien dire. Et justement, pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas le résultat escompté par le président du COSLEPI en endossant son manteau de partisan, je demande à tous les candidats, à tous les partis et à toutes les alliances de partis d'être physiquement représentés dans tous les centres de distribution de cartes d'électeurs et d'être physiquement représentés dans tous les postes de vote, je dis bien tous les postes de vote, d'être bien formés et de surveiller le scrutin pour qu'il y ait moins de fraude et qu'il y ait moins de corruption. Faut-il alors s'inquiéter du fait que les principales institutions impliquées dans le processus électoral soient dirigées par des personnalités supposées ou réellement proches du pouvoir en place ou d'un candidat particulier? Non. En fait, nous devons faire en sorte que chacun puisse comprendre qu'on doit pouvoir faire confiance à des hommes. Les hommes qui sont à des postes donnés doivent parfois comprendre qu'ils sont là pour l'intérêt général et oublier un peu leur intérêt partisan. Hélas, tout le monde ne le fait pas à tout moment. Parfois on le fait, parfois on ne le fait pas. Tenez, dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur, donc le pouvoir en place, qui organise les élections. Et personne ne se plaint du fait que les élections se soient bien passées. Et même parfois, le ministre de l'Intérieur du président de la République en place est là, organise les élections et parfois le président de la République perd les élections. Parce que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Mais ici, on a mis une structure neutre en place pour organiser les élections et pourtant il y a des tripatouillages, il y a des positions, des choses qui se font pour que parfois on n'arrive pas à croire à ce qui se passe. Nous devons essayer de dépasser ces comportements-là et de se dire, quelle que soit ma position, mon intime conviction, je suis à un poste où je dois m'occuper de tout le monde. Je dois faire en sorte que l'on puisse me faire confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que cette confiance-là peut s'installer réellement lorsqu'on voit par exemple le président de l'Assemblée nationale qui est libre de choisir qui il veut, mais qui dit qu'on lui a fait le chaos en 2011, que lui aussi va faire le chaos au peuple béninois en 2016, son vice-président qui dirige le COSLEPI qui dit que les jeux sont pliés, à la Sénat, Emmanuel Tiando est proche du pouvoir en place, la Cour constitutionnelle dirigée par M. Olo qui est proche de la Renaissance du Bénin, donc proche du pouvoir en place. Dans ces conditions, comment est-ce que cette confiance-là peut s'installer, M. Jean-Baptiste Elias? La confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est justement pourquoi j'insiste depuis longtemps sur ce plateau que les candidats, les partis politiques, les alliances de partis politiques puissent faire un budget pour appuyer toutes les organisations de la société civile qui seront présentes dans tous les postes de vote. Je dis bien tous les postes de vote. Que les partis politiques, les alliances de partis politiques, les candidats eux-mêmes puissent avoir des représentants
dans tous les centres de distribution de cartes. Et ceci permettra de limiter la fraude, absolument. S'ils sont présents, qu'ils sont bien formés et qu'ils savent ce qui se passe, qu'au niveau des postes de vote, il y a des déviances, ils vont insister parce que la loi leur permet qu'on le mentionne dans les PV, ce qui se passe. Et quand le candidat va faire la réclamation, on va regarder le PV, on dira, ah, son représentant dit telle chose. La plupart du temps, les candidats oublient ce côté important d'être présent dans les postes de vote. Je vais supplier les uns et les autres de faire en sorte qu'ils oublient moins de caravanes, ils oublient moins de meetings, qu'ils prennent l'argent pour faire en sorte que des représentants de leur parti, de leur candidat, de leur alliance de pratique, soient présents dans le poste de vote tout ce jour-là. Et que le jour de la compilation, ils suivent les urnes depuis le poste de vote jusqu'à l'arrondissement pour limiter les dégâts. Même si vous faites confiance à quelqu'un et que vous ne contrôlez pas, vous risquez d'avoir des difficultés et ça ne peut être préjudiciable qu'à vous-même. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors Jean-Baptiste Elias, certains candidats, par rapport aux moyens de lutte contre la fraude que vous avez quand même dit donner à profusion, proposent à leurs électeurs pratiquement le slogan « Je vote, je reste », c'est-à-dire qu'après le vote, rester sur place pour surveiller les opérations jusqu'à la fin. Est-ce que d'abord cela est en adéquation avec le code électoral? Est-ce que cela peut se faire? Non, justement, ces candidats ou alliances de partis ou partis qui disent ça n'ont pas bien compris, ou alors ils ont compris, mais leurs électeurs n'ont pas compris ce qu'il faut faire. Quand vous êtes venu pour voter, vous finissez de voter et vous rentrez chez vous parce que les attroupements sont interdits. Les rassemblements sont interdits. Vous ne pourrez pas finir de voter et rester dans la cour. Si 2, 3, 4, 5, 6 viennent comme ça pour rester dans la cour, on ne va pas accepter ça. C'est interdit. Donc, au lieu de dire je vote, je reste, il vaut mieux dire j'ai mon représentant dans le poste de vote. La loi permet ça. Mais si le représentant lui-même, vous l'avez dit, il y a des distributions d'argent qui peuvent avoir lieu. On peut quand même rester et surveiller ce représentant. Oui, c'est ce que je dis. Ou bien revenir sur le lieu de vote pour l'heure de dépouillement. Ça au moins, c'est autorisé. Oui, revenir pour le dépouillement, c'est autorisé. Tout le monde peut être là. Mais quand vous finissez de voter, par exemple, à 7 h le matin, et qu'on dit je vote, je reste, vous n'allez, si 30, 40 personnes viennent voter entre 7 h et 8 h, que les 40 personnes restent au poste de vote là, ce ne serait pas accepté puisque l'attroupement est interdit. Donc, il faudrait que les candidats qui veulent éviter la fraude, et c'est dans tous les camps, hein, le camp 1, le camp 2, le camp 3, les 34 camps, doivent se surveiller l'un et l'autre comme de lait sur le feu. Vous devez avoir votre représentant dans le poste de vote. Je dis bien chaque poste de vote. J'insiste. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer après. Parce que tout se passera là. Oubliez la liste. Oubliez les cartes. Si vous venez et que votre représentant est là, qu'on appelle le nom de celui qui est venu voter à haute voix que vous entendez, que vous regardez, s'il n'est pas un petit, un enfant, et que vous regardez qu'il n'a pas l'air d'être un étranger, que vous soyez là et qu'on fasse tout, vous devez avoir des gens incorruptibles. Voilà pourquoi, indépendamment du fait que vous aurez vous-même vos représentants dans le poste de vote, il faut appuyer les organisations de la société civile pour que ces organisations de la société civile puissent mettre des gens incorruptibles dans tous les postes de vote. Plus on est nombreux à contrôler, mieux ça vaut. Monsieur Jean-Baptiste Elias, les années précédentes, au cours des élections présidentielles qu'on avait enregistrées par le passé, des candidats s'étaient prononcés en plusieurs langues à l'endroit des électeurs. Mais il a été annoncé que l'usage des langues nationales, à l'OITB notamment, à l'occasion des messages des candidats aux électeurs, était prohibé. Qu'en pensez-vous? Vous êtes sûr? On a parlé de l'utilisation de la langue officielle, le français. Quoi? C'est pas vrai ça? Je ne crois pas. Vous êtes sûr? Absolument. Une décision qu'on demande à ce que les candidats ne parlent que le français pour les électeurs? Mais comment? Pour les messages qui sont à la télévision. Pourquoi? Mais la HAC, le C là, c'est communication. Hein. Quand je veux communiquer avec quelqu'un, il faudrait que la personne puisse me comprendre. Nous sommes dans un pays où
80% des gens ne comprennent pas français. Vous voulez qu'on parle français pour eux? Et c'est eux qui vont voter. C'est où ça? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Moi, je ne crois pas. Mais si c'était ça... Les membres de l'Alliance FDU l'ont déclaré, en tout cas, ont protesté contre cette... Comment on peut dire ça? À l'occasion de leur... Mais si c'est la HALT qui fait ça, c'est grave. On ne peut pas refuser aux gens de communiquer avec les électeurs. Comment on peut dire ça? Vous êtes sûr? Moi, je n'y crois pas. Jusqu'à ce que... Monsieur Rontonji, oui? Alexandre Rontonji l'a clairement spécifié dans la protestation qu'il a élevée contre ce qu'il a présenté comme la mesure. Je voudrais humblement demander, si c'était le cas, à la HAC de revenir sur sa décision. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un pays où 80% des gens ne parlent pas français. Et ce sont ces 80% des gens qui iront voter. Vous allez refuser que les candidats puissent parler avec leurs électeurs. Mais ce n'est que sur les radios, les télévisions qu'on peut joindre le maximum d'électeurs. Et comment vous allez dire aux gens de ne pas parler fond, parler Mina, parler Yoruba, parler Dendi, parler Bariba, qu'on dira français. Mais mon électeur qui est dans mon village à moi, qui ne comprend pas français, vous me dites de lui parler français, il va comprendre quoi? On me refuse de lui parler la langue. C'est où ça? Non, c'est pas vrai. Si c'était le cas, mesdames et messieurs de la HAC, je vous prie de changer d'avis. Ce n'est pas possible. Si vous le faites, on vous prêtera des intentions parce qu'on sait qu'il y a des candidats qui ne parlent aucune langue nationale. Si c'est de ça qu'il s'agit, on va vous prêter des intentions, vous ne pourrez pas vous en sortir. Depuis toujours au Bénin ici, que nous faisons les élections, il n'a jamais été interdit de parler les langues nationales pour s'adresser aux électeurs. C'est la première fois que nous avons quelqu'un qui ne parle pas une langue nationale dans le pays. Et si vous refusez aux gens de ne pas parler langue nationale, de bonne foi, on va vous prêter des intentions, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et ce n'est pas bon. Quoi qu'il en soit, quand même, même si un candidat ne parle pas de langue nationale, il peut avoir dans son staff des gens qui parlent les langues nationales. Mais bien sûr. Et donc, on peut ne pas tenir compte de ce candidat quand on prend ce genre de décision. On risque de leur prêter des intentions, alors que peut-être ils n'ont pas cette intention-là. Et personne ne peut enlever de la tête de quelqu'un. Mais quand il y a 34 candidats et qu'il faut aménager le temps de passage de tous les candidats, peut-on encore donner le temps à chacun de parler de la langue nationale? Mais écoutez, sur votre plateau tout à l'heure, j'ai parlé français, j'ai dit, je peux sortir des mots de langue nationale. Vous l'avez fait. Mais je l'ai fait. Mais comment? Je vais m'adresser à mes populations, je dis, ah, Mingba Volo, à Messia Menekite, Oma Kola Ho, la soy d'accord, Américain de Canada Hoé. Je parle français, j'ai parlé. En Mina, mais ma direction, mais ayona homba na je we male manji we ma mina ze bona so do somi on a mona ze to ga na no to mi to no me bini tombo yi we ma on azan fa ton we do me azan do po ton me bini ko yo ma ton j'ai parlé fond ma de boublo mais là poni ton si khoy ton là me do po bo tite we ma pen we na so Poïse, mais d'acpotine, bénobé, j'ai parlé goût. Mais comment ça? Non, c'est pas vrai. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Absolument. Qu'en est-il, M. Jean-Baptiste Elias, de l'accaparement par une seule chapelle politique du service public? Voilà encore un autre problème. Nous avons observé au FONAC. Moyen de fraude électorale? Non, nous avons observé au FONAC. Et c'est ça là justement que la RAC devait faire. Nous avons observé au FONAC plusieurs journaux télévisés sur la chaîne publique, ORTB. Et puis nous voyons, ils sont 34 ou 35 candidats. Hein. Nous voyons qu'on passe le meeting d'un candidat, un deuxième, un troisième. Et puis un là, on le passe 8 fois. Quand même. Et personne ne dit rien, la RAC ne dit rien non plus. Il y a des chaînes privées qui font la même chose. Mais comment? Si les chaînes privées font la même chose, tant mieux. Pourquoi? La chaîne publique qui est pour nous tous. Il ne faut pas oublier ça. La chaîne publique est une chaîne pour nous tous. On ne doit pas privilégier quelqu'un par rapport aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. La chaîne privée
fait du commerce. Quelqu'un qui vient, paye et fait le travail qu'il doit faire. Mais la chaîne publique est pour nous tous. On ne doit pas pouvoir donner priorité à quelqu'un sur la chaîne publique au détriment des autres. Ça fait également mauvais. Autre chose que vous avez demandé, c'est l'utilisation des biens publics. Les articles 61, 62, 63 et 64 du Code électoral ont été très clairs dessus. L'utilisation des biens publics est interdite pour appuyer un candidat ou pour permettre à un candidat d'aller quelque part. Nous voyons des responsables prendre les véhicules de l'État, l'essence de l'État pour aller à des meetings, à des rassemblements qui n'ont rien à voir avec leurs fonctions. C'est interdit par la loi. Et l'article 140 du Code électoral punit de 500 000 à 1 million, de 1 an à 2 ans, quiconque aurait fait ce que nous dénonçons là. Et l'article 104, l'article 140 plutôt, l'article 140 du Code électoral dispose que tout un chacun de nous peut saisir la justice pour ça. Et le procureur est tenu d'ouvrir une enquête judiciaire sur le dossier. L'article 140. Donc, de ce point de vue, ceux qui le font doivent comprendre qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Et la loi n'est pas obligée d'être appliquée tout de suite. Hein. Si on rassemble tous les faits, toutes les preuves nécessaires et qu'on porte plainte contre quelqu'un, même après les élections, on peut toujours poursuivre cette personne-là. Monsieur Jean-Baptiste Elias, quel est votre ressenti, notamment par rapport à un candidat, on va citer son nom, monsieur Lionel Zinsou, mais qui n'a pas démissionné, même s'il n'y a pas un cadre législatif qui lui oblige, qui n'a pas démissionné, alors que la campagne va démarrer dans quelques jours? Vous-même, vous l'avez dit, la loi ne l'oblige pas à démissionner. Je crois qu'on va faire un débat sur ça. Les autres candidats savent ce qu'ils doivent faire. Mais ça, c'est lié un peu à l'utilisation des biens de l'État. Malheureusement, oui, mais on peut, si justement on devait suivre la vertu, la morale et faire les choses correctement, on doit faire en sorte que, même si je suis à un poste donné, je dois faire la différence entre les fonctions que j'occupe et ma position de candidat pour pouvoir travailler. La position de candidat dit qu'on ne doit pas utiliser les moyens de l'État pour aller faire un certain nombre de choses. Ma position de fonction me permet de faire. Mais quand je vais faire les deux, je dois pouvoir faire la démarcation. Si je ne le fais pas, les électeurs doivent pouvoir savoir que celui-là n'a pas respecté les dispositions du code électoral. Et de ce point de vue, ils vont tirer les conséquences après. Alors, les 90 minutes passent très vite. Passent très vite et nous l'avons totalement épuisé ces 90 minutes. Nous allons vous donner la parole pour votre dernier mot. Le dernier mot est de dire au peuple béninois d'être serein. Qu'il n'y ait pas d'agitation. Que tout le monde soit calme. Et que les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions, à condition que, tout en faisant confiance aux responsables qui sont chargés d'organiser les élections, nous puissions mettre en place de façon réglementaire, de façon coordonnée, de façon scientifique, les moyens de contrôle. Premièrement, et je répète, tous les candidats doivent faire un budget et même dégreffer des budgets qu'ils ont prévus pour des meetings, pour des ceci, pour des cela, pour mettre au moins un représentant par candidat dans tous les postes de vote. Je dis bien tous les postes de vote. Que tous les candidats puissent appuyer les organisations de la société civile afin que celles-là mettent également dans tous les postes de vote des représentants pour suivre l'évolution du déroulement du scrutin. Merci. Si on ne le fait pas et qu'on vous proclame les résultats que vous ne souhaitez pas, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voici la modeste contribution du FONAC face à l'organisation de ces élections 2016. Merci à vous, Jean-Baptiste Elias. Au cours de cette émission, vous nous avez établi une liste extrêmement intéressante des moyens de fraude dont disposent les personnalités, en tout cas les chapelles politiques.
au cours de l'établissement de la liste, au cours de l'établissement des cartes d'électeurs, le jour, la veille même, et le jour du scrutin. Et même au-delà de ces jours-là, nous avons été très largement servis. Il est donc demandé et répété aux différents candidats qu'il est important qu'ils surveillent le scrutin, qu'ils surveillent la distribution des cartes d'électeurs et qu'ils appuient également les personnalités de la société civile qui peuvent faire ce travail en leur compagnie pour le bien de l'élection et que le résultat soit transparent et acceptable pour tous. Merci à vous, James William Baguidi. On recevait donc M. Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption. C'était donc dimanche politique. Prenons le rendez-vous pour la rediffusion sur Eden Télévision ce dimanche à 21h, mardi prochain à 21h également, sur Diaspora FM ce dimanche à 22h. Merci à vous, merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision et Diaspora FM.